azosenga nini unwa kudia kuvata bana batanga kape bazwaka soin soki babeli. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Peuple azosenga nini unwa kudia kuvata bana batanga kape bazwaka soin soki babeli. Peuple souverain. Peuple souverain, votre émission produite par le Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS, présentée par le père Emmanuel Bouya du secteur recherche et animation sociopolitique, assisté à la technique par l'ingénieur David Mukwela. Yahweh, Yahweh, bénissa Kongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, bienvenue à notre émission Peuple Souverain, une émission essentiellement consacrée à la participation citoyenne. Rappelons que Peuple Souverain est une émission du CEPAS, le Centre d'études pour l'action sociale tenu par le Père jésuite de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, nous voulons parler de Noël. Ce n'est pas seulement un temps liturgique de l'Église catholique, c'est aussi une période de grâce, de fête et de joie. Noël, c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour l'année qui s'achève. Noël, c'est la naissance du prince de la paix qui apporte la réconciliation et le pardon de Dieu. Noël, c'est la saison de la joie familiale, des cadeaux, des souhaits, dans cette ambiance qui nous rappelle constamment combien la vie est précieuse, combien cette vie est un don de Dieu, et combien ce Dieu nous aime tant et se penche vers nous pour nous envelopper de son amour et nous rappeler constamment que nous sommes frères et sœurs par l'Esprit Saint. Au Congo, bien chers auditeurs, bien chères auditrices, Noël s'est passé dans une ambiance d'incertitude politique et de morosité sociale. Un peu comme durant la période de l'Avent, le peuple attendait. Il aspirait au changement, à l'alternance politique par la voie des élections que l'on voulait libres, démocratiques et transparentes. Mais hélas, on s'est installé dans l'imbroglio. Il n'y a pas eu de bonnes nouvelles annoncées par les anges. Il y a eu à la place plutôt de la controverse sur la machine à voter, des fichiers corrompus, la date du scrutin ajournée. Et des compatriotes étaient interdits de voter, non seulement dans la diaspora, mais aussi à l'intérieur du pays, entraînant une forme de frustration sociale et de désarroi. Mais le peuple congolais a gardé l'espoir, car ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. Et comme nous chantons dans l'hymne national, unis par l'effort, unis par le sort pour l'indépendance, et nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, et nous assurerons la grandeur de ce pays. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, aujourd'hui, nous voulons parler de cette détermination à promouvoir la paix, la solidarité et la concorde, malgré les aléas de la politique nationale congolaise. Les élections ont eu lieu et nous sommes en train d'en apprendre les résultats au jour le jour. Mais il importe d'aller au-delà de la contingence des événements pour saisir la lame de fond qui accompagne tous les processus électoraux. Nous voulons parler du changement. Et pour en parler, nous sommes allés à la rencontre d'un pasteur au service du peuple de Dieu. Un homme de science, un prince de l'Église, vivant au coude à coude avec la population à l'intérieur du pays. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, nous avons les signes honneurs de recevoir dans notre studio du CEPAS son Excellence Monseigneur Dona Bafudisoni, évêque d'Inongo dans la province de Mai-Ndombe. Monseigneur, bienvenue à notre émission et merci pour votre disponibilité qui témoigne de votre souci pastoral pour le peuple de Dieu, aussi bien à Inongo qu'ici à Kinshasa. Vous avez été auxiliaire, évêque auxiliaire. Monseigneur, bienvenue. Merci à vous. Monseigneur, sans plus tarder, la première question. Très souvent, on a tendance à croire que le Congo, c'est Kinshasa et le reste serait l'arrière-pays, comme on dit souvent, relégué en arrière-fond d'un décor presque vide. Je voudrais commencer par vous demander les nouvelles d'Inongo. Quelles sont les bonnes nouvelles de votre diocèse? Merci pour cette opportunité que vous m'offrez pour parler du diocèse d'Inongo. Je suis dans le diocèse d'Inongo depuis le mois de mai de l'année dernière, donc 2018. Je dis à tout le monde que je suis en train de découvrir le milieu, parce que c'est la première fois que j'arrive, que je vois la région, la province. Et là, je suis en train de découvrir aussi bien les milieux que les personnes. Le diocèse d'Inongo, c'est toute la province de Mai-Ndombe, sauf une partie, comme Yumbi, du côté des Bolobo.
cette partie-là est desservie par le diocèse de Mbandaka-Bikoro. En lui-même, le diocèse est très vaste, à plus ou moins 100 000 km. Et combien de paroisses? Nous avons 23 paroisses, simplement. Donc, en fait, ce sont on pourrait dire des cités, des grands villages, ou des grands centres. Et donc, pratiquement dans chaque centre, il y a une paroisse. Comme à Inongo, il y en a 2. Mais on pense qu'il y a moyen d'en avoir plus que cela. Le diocèse a plus ou moins 600 000 catholiques. Les prêtres dans le diocèse, à peu près une cinquantaine, soixantaine, mais dans l'ensemble, c'est au-delà de 100. Des séculiers, des réguliers, tous mis ensemble? Non, je dirais plus de séculiers, parce que dans les diocèses, il n'y a pas beaucoup de missionnaires. Les congrégations missionnaires, pour ainsi dire, il n'y a que il y a un père scotiste qui est là, parce que le diocèse avait été fondé, etc., par les scotistes. Pour l'instant, il n'y a qu'un prêtre scotiste. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. Il y a des frères de la Charité de Jésus et de Marie qui sont à Nyoki, s'occupent entre autres comme dans leur service, tout ce qui est handicapé. Et puis alors, il y a, curieusement, il n'y a que 3 congrégations missionnaires en dehors de la congrégation féminine diocésaine. Il n'y a pas encore de jésuites, monseigneur? Il n'y a pas de jésuites. J'espère qu'un jour, les jésuites arriveront à travailler à Inongo. Mais j'espère aussi que d'autres congrégations viendront. Parce que c'est important pour que les congrégations missionnaires apportent quelque chose qui soit particulier, plutôt que quelque chose de particulier à leur charisme, à leur vocation, pour aider la population dans divers domaines. La présence catholique est importante par rapport aux protestants, aux musulmans, dans la population? Dans la population, plus de la moitié est catholique, oui. Et vous les parcourez plus souvent à pied, à pirogue, voiture? Bon, pour l'instant, je dois dire que je n'ai pas encore été dans tous les diocèses, parce que c'est vaste, parce qu'il faut aussi les moyens de déplacement, parce que là, nous avons le lac, le Mai-Ndombe, et nous avons 2 grandes rivières, la Lukeni, qui va jusque en montant vers le diocèse de Kolé, et puis il y a la Fimi qui descend alors pour rencontrer le Kassai et qui se jette après à Kwamut. Donc, j'ai dit souvent que notre boulevard, ou nos boulevards, c'est le lac et les 2 rivières. Alors, il faut avoir une bonne embarcation que nous n'avons pas pour pouvoir visiter le diocèse par le lac et par les rivières. Mais il y a des endroits où je serais obligé d'y aller par moto, même aussi à pied ou en pirogue. Donc, c'est vraiment comme, je disais à quelqu'un, comme du temps de François Xavier, où on a l'impression que nous sommes au début de l'évangélisation. Ouais. Monseigneur, est-ce que la population elle-même, elle est homogène ou bien une diversité culturelle, ethnique? Oh, il y a plusieurs populations. Il y a beaucoup d'ethnies, tout ce que vous voulez. Mais bon, évidemment, comme les gens bougent très difficilement, et donc il y a souvent une concentration de peuples, presque chaque peuple dans son territoire. Bon, il y a des mélanges, mais qui ne sont pas des mélanges très, j'allais dire, fréquents ou de grande envergure. Il y a des grands centres où il y a quand même assez bien de mélange, comme à Inongo, qui est le chef-lieu de la province. De Mai-Ndombe. De Mai-Ndombe, oui. Mais il faut signaler aussi que Mai-Ndombe n'est pas devenu... Mai-Ndombe est devenu une province il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans, si je puis dire. Donc c'est encore nouveau. Mais il y a un autre centre comme Nyoki, où vous avez assez bien le déplacement de gens qui bougent un peu parce que c'est plus facile par rapport à d'autres pour tout ce qui est communication, surtout par voie aérienne. Justement, monseigneur, vous venez parler de Mai-Ndombe qui est devenu
dans une province il n'y a pas très longtemps. C'est peut-être dans ce souci de la décentralisation. Et quand on dit décentralisation, il y a derrière aussi cette logique de voir le pouvoir un peu plus proche du peuple. Quelle est votre évaluation de cette question-là? Est-ce qu'on sent vraiment dans cette décentralisation la participation de la population à développer la région, l'implication des autorités avec la population à la base pour pouvoir changer la situation? Je dois dire que c'est une jeune province. Malheureusement, je ne sens pas, je peux me tromper, mais je ne sens pas un dynamisme qui pourrait entraîner un changement rapide, aussi bien de la part de la population, mais davantage de la part des autorités. On ne sent pas que les choses bougent énormément. Je suis vraiment désolé de constater que c'est comme si les choses se sont arrêtées à un moment donné. Dans cette perspective-là, Monseigneur, quelles sont les attentes de la population par rapport à l'élite intellectuelle et peut-être par rapport à l'élite politique de la région? Bon, l'élite politique ou intellectuelle de la région, c'est une région très enclavée parce qu'il y a très peu de débouchés, de possibilités de trouver du travail. Et très facilement, les gens, quand ils ont un diplôme, ils préfèrent partir. Donc on ne sent pas en retour un apport réel de l'élite, aussi bien intellectuelle de la région que de l'élite politique. Les gens ont tendance plutôt à partir. Et j'ai dit à un groupe de gens, j'ai dit, mais qui sont les intellectuels ou l'élite de la région, des gens qui ont construit, investi sur place pour favoriser un développement? Il y en a très peu. Et qu'est-ce qui doit être fait, Monseigneur, pour renverser peut-être la situation? Bon, je crois qu'il faut, du point de vue de la responsabilité des autorités politiques, faire tout pour désenclaver la région. La région est très, très enclavée. Il n'y a pas un centimètre de route. Pour quitter Inongo, venir à Kinshasa, c'est par avion et ça coûte cher. Maintenant, c'est $300 pour un aller simple. La route, n'en parlons pas. C'est vraiment... j'allais dire, il faut vraiment se dire, bon, on se sacrifie, les gens se sacrifient pour prendre la route, et pire encore, pour prendre l'eau. Mais dans ces cas, Monseigneur, comment vous allez faire, ou bien comment vous faites pour visiter les paroisses qui ne sont pas peut-être proches les unes des autres, étant donné qu'il n'y a pas de route? Ben, comme j'ai dit, on prend l'eau. Donc, je vais dire, il faut prendre une embarcation, un canot rapide. Et alors là, il faut voir comment les gens voyagent. Hein. Les gens voyagent dans des conditions, j'ai dit, infrahumaines. Avec des baleinières, qu'eux-mêmes appellent Daka-Daka, mais ça vous prend des heures et des heures sur l'eau. Il faut voir parfois... je dis non, on ne peut pas faire ça à un être humain. Les conditions sont très difficiles, les conditions des voyages. Mais bon, c'est là où vous voyez que, bon, au-delà de tout, les gens ne se découragent pas. Ils se battent pour vivre, pour ne pas dire pour survivre. Donc les gens ne se découragent pas. Les grandes activités là-bas, aujourd'hui, c'est la pêche. Bon, sur le lac, dans le lac, il y a du poisson, les rivières. Mais au-delà de cela, c'est un peu, même le petit commerce, c'est pour se nourrir au jour le jour. Justement, Monseigneur, l'État a un rôle très important dans le processus de développement, de développer une région. Et actuellement, on parle de plus en plus de la redevabilité des pouvoirs publics. À ce niveau-là, qu'est-ce qui est fait pour que la population demande des comptes, par exemple, aux délégués qu'ils élisent, qui sont supposés le représenter au niveau national pour changer la situation, changer les lois, faire en sorte que la région sorte de l'enclavement? Il faut voir que d'abord la grande partie de la population, c'est une population, j'allais dire, rurale. Et donc, même du point de vue intellectuel, il y a des gens, à mon avis, qui ne savent pas
exiger de leurs élus de comptes. Donc on préfère applaudir parce que bon, c'est quelqu'un qui est de mon village. On préfère applaudir quand on vient vous distribuer un peu quelques boîtes de sardines. Ben, c'est essentiellement cela. Mais vous ne sentez pas que bon, les gens vivent un peu pratiquement avec quand on leur donne, ils applaudissent. Et donc il y a un grand travail d'éducation civique à entreprendre. Il y a un grand travail d'éducation civique, mais je dois dire qu'avec les élections qu'on a eues, ben, les gens étaient sensiblement, j'allais dire, sensibilisés. Justement, monseigneur, parlons un peu des élections. On voulait des élections libres, indépendantes, transparentes et démocratiques dans certains milieux, et se sont bien passées parce que les choses se sont déroulées sans trop de problèmes. Ailleurs, dans d'autres endroits, il y a eu plutôt de manipulations, de tricheries. Comment cela se sont passées, disons, les élections dans votre province ou particulièrement dans votre diocèse? Parce qu'il y a eu aussi des témoins de l'Église catholique qui ont été envoyés dans les différents bureaux de vote aussi. Il y avait des observateurs à travers la CENCO, la Commission Justice et Paix. Il y a eu un travail qui a été fait pour préparer la population, mais aussi former des observateurs pour avoir un œil de vigilance, même de surveillance de ces élections. Bon, comme vous savez, dans la province, du côté de Yumbi, il n'y a pas eu d'élection. Et comment la population a réagi face à cette décision? Bon, je crois que la population a compris parce qu'il y a eu des gens qui ont été tués et il y a eu des déplacements des populations. J'ai vu des images où on voyait le bureau de la CENI a été brûlé et donc les conditions n'étaient plus favorables pour organiser les élections. Donc il fallait d'abord que la population qui était partie revienne. Mais je crois que c'est pas facile parce que bon, quand on a connu de pertes en vies humaines, il y a eu de blessés, etc. Et donc, il faut faire un travail de réconciliation de la population avant qu'ils ne reviennent. Donc, il y a encore un travail à faire. Mais je sais que ailleurs, les gens ont été plutôt calmes, mobilisés. À Inongo, bon, on a entendu ce qu'on a entendu. Les jeunes gens se sont fâchés parce qu'ils ont cru qu'il y avait quelque part de tricherie. Ils ont manifesté. Et finalement, les gens sont allés voter, mais on ne sentait plus l'enthousiasme que les gens avaient. Les gens avaient vraiment la volonté d'aller voter. Si bien qu'à la fin, bon, comme à plusieurs endroits, les gens sont allés voter, mais à la fin, ils n'ont pas pu parce que bon, c'était l'heure ou bien les machines ne marchaient pas très bien. Et puis, bon. Donc, si les gens avaient le temps de voter, en tout cas, on aurait eu un pourcentage au moins de participation très élevé. Et donc, on peut conclure que la participation, les pourcentages étaient très faibles dans la province d'Inongo. Oui, je crois que je n'ai pas les données, les chiffres, mais il me semble que, au moins d'après ce que j'ai appris à Inongo, on sentait qu'il n'y avait pas une grande foule à la fin. Bana Congo tosima na maboko, Congo elonga RDC. Bana Congo tosima na maboko, Congo elonga. Congo lenyo someta la me, Congo elonga RDC. Bana Congo tosima na maboko, Congo elonga. Majorité opposition tosima na Congo elonga RDC. Bana Congo tosima na maboko, RDC. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, rappelons que nous sommes en train de suivre notre émission Peuple souverain et nous sommes en train de parler effectivement
de la joie de Noël, du message de paix que nous apporte l'enfant Jésus, mais en même temps de réalité politique de notre pays et particulièrement les élections dont nous sommes en train de suivre les résultats ces jours-ci. Monseigneur, cette nuit nous avons appris les résultats des élections présidentielles et provinciales. Une semaine avant, la CENCO, c'est-à-dire la conférence épiscopale des évêques du Congo, avait annoncé aussi être en possession des résultats parce que, comme vous venez de le dire tout à l'heure, ils ont eu des témoins dans tous les bureaux de vote. Quelle est votre réaction, disons votre réponse face à cette annonce des résultats d'aujourd'hui? Nous avons le président aujourd'hui et bientôt il va prêter serment. Mais lorsqu'on regarde dans la foule, il y a une réponse plus ou moins mitigée. Mon regard, je voudrais le porter sur pratiquement, en un bref moment, sur le processus électoral, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ça me laisse un peu avec un goût, j'allais dire, je ne suis pas très satisfait de la manière dont les choses ont été préparées depuis le départ et jusqu'au résultat aujourd'hui. Bon, il est vrai, on dit oui, ce sont des élections organisées par nous-mêmes. J'aurais bien voulu que ça se passe de la manière la plus transparente possible pour qu'à la fin, les gens disent voilà, ils ont réussi, ils ont relevé le défi. Mais là, j'ai l'impression que c'était vraiment c'était une pantalonnade électorale. Lorsque vous parlez de la transparence, Monseigneur, de manière plus concrète, que faut-il comprendre par cela? La transparence, il n'y a pas eu de transparence en plusieurs moments. Dans le déroulement même des élections, on vous dit, bon voilà, il y a des coins où les listes électorales sont arrivées en retard, il y a des gens qui ne trouvaient pas leur nom sur les listes électorales, on a changé des bureaux, il y en a qui parlent même des bureaux fictifs, ça c'est encore à prouver, mais jusqu'au bout. Au moins il y a eu des bureaux qui ont été supprimés parce que... Il y a des bureaux qui ont été supprimés, mais les électeurs n'ont pas eu le temps de savoir où ils allaient voter. Exactement. Et alors avec ça, vous avez pratiquement les gens qui déambulent de gauche à droite, et même quand ils arrivent là, il y en a qui n'ont pas voté parce qu'on leur a dit, écoutez, il est l'heure, donc vous ne pouvez plus voter, alors qu'ils étaient dans le rang en train d'attendre. Et bon, nous avons appris qu'à plusieurs endroits, on refuse aux témoins d'être là, de signer, etc. Bon, quand dès le départ, il y a une mauvaise foi, on sent qu'il n'y avait pas un désir d'organiser ces élections. La fin est évidente, quoi. Alors, bon, on a les résultats aujourd'hui. Bon, je crois que c'est à la population de dire ce qu'elle pense. Ce qu'elle pense. Il y a des témoins, il y a des gens qui ont vu, qui ont leurs estimations. Bon, je crois que les gens vont se prononcer. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'est vraiment une pantalonnade électorale. Voilà, bien chers auditeurs, bien chères auditrices, rappelons que nous sommes en train de suivre notre émission Peuple Souverain et en ces moments, nous parlons du résultat des élections. Monseigneur, en 2006, les Congolais sont allés voter, mais à la fin de ces votes, il y a eu une bagarre entre les deux candidats du deuxième tour. Je voulais parler de Jean-Pierre Bemba et de président sortant. En 2011, les Congolais sont allés voter, mais il y a eu une cacophonie telle que l'ancien archevêque de Kinshasa, le cardinal Nosengo, avait crié pour demander la vérité des urnes. Et en 2018, nous sommes allés voter. Il y a effectivement ce que vous nommez comme étant la pantalonnade électorale. Bref, on voit à chaque fois que nous allons à ces tournants électoraux des irrégularités, des difficultés qui montrent à quel point nous sommes en train d'entrer difficilement en démocratie. Mais quoi qu'il en soit, quel est le message que vous pouvez tirer de ces trois, disons, rendez-vous électoraux pour que en 2023, nous puissions peut-être tenter une meilleure approche et être satisfaits du résultat? Je crois que la population, cette fois-ci, a montré qu'elle est en train
grandir, de s'approprier petit à petit ces processus-là d'élection démocratique. Mais je pense qu'il est de la responsabilité des autorités de faire les choses avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Vous avez dit qu'ils ne font pas de sérieux, je crois que pas avec beaucoup de professionnalisme. Il me semble que la population veut aller vers là, vers cette démocratie, mais c'est nous ou les autorités, parce que assoiffés de pouvoir, ne voulant pas lâcher le pouvoir pour différents intérêts, alors ils font cette magouille. De la magouille. Bien sûr. Alors je crains de dire que, je ne sais pas, j'aimerais bien que je sois démenti dans les faits, parce que quand je vois la situation de la population à l'intérieur, que moi j'appelle parfois certains dans l'intérieur de l'intérieur, je crains de dire que après les élections égale avant les élections. Et donc, je ne pense pas que les choses vont changer fondamentalement. Donc il n'y a pas d'alternance politique du tout? Bon, l'alternance... c'est juste un changement des façades. J'aimerais bien croire que vraiment c'est une alternance et que ceux qui vont diriger le pays demain vont assumer leurs responsabilités pleinement. Et pas que en dessous, il y a des gens qui vont tirer les ficelles, qui vont manipuler pour telle décision. Parce que je dis, moi je regarde, je vois la population qui est dans la misère, je vois la population qui souffre. J'ai dit, trop c'est trop. Il faut qu'on fasse quelque chose. Si vraiment toutes les promesses qui ont été faites lors de ces campagnes, mon souhait que ces promesses soient vraiment réalisées, que ça ne soit pas des mots, des beaux ou des bons mots pour attirer la sympathie des uns et des autres. Monseigneur, récemment vous avez ordonné des prêtres, 6 religieux jésuites, et au cours de l'homélie, durant cette cérémonie, vous avez fait une analyse sévère du pouvoir, en disant, je cite simplement de mémoire, « Nous avons un pouvoir machiavélique, avilissant et finissant. Nous vivons dans un régime qui nous plonge dans la léthargie, dans un état où les droits sont bafoués, où la dignité de l'homme n'existe pas. » Effectivement, Monseigneur, la joie a déserté les cœurs. Vous l'avez vous-même constaté, vous êtes pasteur à coude avec la population pour vous en rendre compte. Et quelques années plus tôt, je me souviens d'une de vos homélies aussi, vous aviez évoqué que c'était la fin de la création, mais c'était difficile de voir cette fin de la création. Après tous ces constats, Monseigneur, que faut-il proposer pour que la population, pour reprendre l'expression courante, se prenne en charge? Parce que lorsqu'un pouvoir finissant, avilissant, continue à avilir la population, il est peut-être temps que la population s'assume. Mais je crois qu'une des preuves, c'était ces élections. La population a voulu assumer ses responsabilités. Et moi, je pense qu'un peuple qui n'assume pas la responsabilité historique de son destin, on ne doit pas continuer à pleurnicher sur lui. C'est-à-dire à s'apitoyer chaque fois, ah oui, ceci, c'est là. Donc ça signifie que le peuple doit dire, voilà les genres de dirigeants que nous voulons. Et des dirigeants qui voient le bien de la population. On ne peut pas tout donner à cette population, mais moi je vous dis, je suis à l'intérieur, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux, j'allais dire, dignes de ces noms, les écoles n'en parlons pas, le transport, finalement, on est dans une région, tout le monde dit que c'est une région riche. Oui, il y a beaucoup de pétrole. Il y a du pétrole, on nous dit, il y a de l'uranium, il y a ceci, cela. Bon, aujourd'hui, tout le monde dit, sauvons notre maison commune, nous avons des forêts, nous avons de l'eau. Mais bon, qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Mais à ce niveau-là, Monseigneur, est-ce que l'Église ne peut pas entreprendre quelques actions? Parce qu'on a quand même vu à un certain moment, même depuis la colonisation, l'Église s'engageait aussi dans le développement d'un pays en construisant des écoles, des hôpitaux et en assurant des routes et des dessertes agricoles. Évidemment, ce n'est pas son rôle, c'est le rôle de l'État. Mais lorsque l'État est en faillite quelque part, il y a quand même la société civile qui se prend en charge en organisant des structures intermédiaires pour pouvoir
assumer cette tâche. Mais jusqu'aujourd'hui, l'Église continue à faire ce travail-là. Tant bien que mal, difficilement, parce que les moyens ne suivent pas nécessairement. Et puis les contextes sociaux, politiques, économiques fait que les gens doivent se battre, mais l'Église continue à faire ce travail. Le grand hôpital dans la province, c'est l'hôpital du diocèse. Et peut-être une parole pour l'élite intellectuelle de la région. Moi, je dis, je ne le sens pas, je ne le vois pas. Peut-être parce que vous ne les cherchez pas, monseigneur. Que les pasteurs aillent à la recherche des brebis pour le ramener. Pour leur dire de revenir, mais... Et d'investir, et d'être en communion avec la population et ensemble. Mais je les vois, ils viennent quand il s'agit de la campagne électorale. Il y en a, oui. Il y en a qui viennent et je leur dis, moi je vous attends sur terrain. Quand vous venez, vous distribuez ceci ou cela, c'est beau, c'est bien. Mais moi je vous attends. Je veux que ça change. Je veux que vous fassiez quelque chose pour cette population. Vous êtes issus de cette population. On ne vous demande pas nécessairement de venir construire, je ne sais pas, des buildings, ou bien comme on dit, des grandes maisons. Mais rien que même du point de vue intellectuel, revenez, enseignez, encouragez les autres. Vous êtes médecin, vous êtes... Mais quand jusqu'aujourd'hui, vous voyez la manière dont les gens construisent, la population, j'allais dire, ordinaire, je dis, nous sommes au XXIe siècle. Vous avez peut-être commencé une école de maçons ou des menuisiers. Mais justement parce que dans la région, il n'y a pas une école technique digne de ce nom. Quand vous n'avez pas une école technique, vous ne pouvez pas développer un pays ou une région. Les jeunes gens sont là en train de tournoyer, de tourner en rond, ne rien faire. Il n'y a pas une école de maçonnerie, il n'y a pas une petite école où ils peuvent apprendre l'électricité, etc. Il n'y a rien. Alors comment voulez-vous développer une région? Alors, moi je pense que j'aimerais qu'ils entendent ce que je dis pour leur dire ils doivent assumer leurs responsabilités. S'ils ont émergé à partir de cette région, il est de leur responsabilité de revenir investir pour que la population puisse émerger. Et par ailleurs, monseigneur, au niveau de la population elle-même, ou de la base, pour utiliser le langage des politiciens, est-ce qu'il y a cette synergie-là où les gens se mettent ensemble pour réfléchir à leurs problèmes, trouver une solution? Parce que c'est une chose que de dire que les gens se débrouillent, mais quand on se débrouille tout seul dans son coin, l'effort est moins grand que quand on se met ensemble pour relever les grands défis qui se posent à la communauté. C'est rare de voir ce genre de situation où les gens se mettent ensemble, même pour les pêcheurs, constituer une espèce de consortium pour dire mettons nos efforts ensemble. C'est un peu comme du chacun pour soi. C'est un peu comme du chacun pour soi. Et ça ne fait pas émerger un groupe d'hommes ou des personnes. Très facilement, quand vous regardez sur le lac, vous voyez un pêcheur, il est là seul. Il peut être avec son fils ou sa femme ou ses frères, etc. Mais vous ne sentez pas qu'ils se mettent ensemble pour dire faisons quelque chose pour que ça... Comme je dis, c'est un peu le travail qu'ils font au quotidien. Je ne vois pas, par exemple, là où je suis, un champ communautaire où les gens sont en train de cultiver ceci ou cela, etc. Non. Souvent, ce sont des individus. Chacun fait un peu son petit champ à sa manière pour venir vendre un peu de... figurez-vous que parfois, même pour les maniocs, ça doit venir de Kikwit ou d'ailleurs. Ah bon? Ah ben oui. Et donc, il y a un grand travail à faire sur le plan de développement rural dans la région. Il y a un grand travail à faire. Monseigneur, nous voici plus ou moins à la fin de notre émission. Vous avez été évêque auxiliaire dans la ville de Kinshasa, que vous connaissez, qui est un milieu urbain, et actuellement vous êtes évêque titulaire d'Inongo, qui est entre guillemets un peu rural, et donc vous avez l'expérience des deux, et donc une dimension nationale.
quel est le message de la fin que vous pouvez peut-être adresser à nos auditeurs de la radio Ilika qui nous écoutent ou des Congolais simplement qui nous écoutent, spécialement en rapport avec le processus électoral en cours? Nous venons d'entendre les résultats du président et des élections provinciales et nous attendons pour les élections de la députation nationale. Dans l'ensemble, quel est le mot de la fin? Parce que les tendances, sans influencer personne, c'est que certains sont contents, d'autres sont mécontents, alors que c'est le moment plus que jamais, on a besoin d'être ensemble, unis comme un peuple pour relever les grands défis qui nous frappent tous. De ce point de vue, je crois, résultat ou quoi, il y en a qui sont... On n'est jamais satisfait parce que, bon, on a voulu que son candidat gagne, il n'a pas gagné, bon. Mais ce que nous devons voir ensemble, c'est l'avenir du pays. Partout ailleurs, ça bouge, ça avance. Nous continuons à stagner. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Et donc, moi, je dis, quel que soit celui qui est là, nous devons voir le bien de notre pays. Et nous devons y travailler. Nous ne pouvons pas nous décourager, avoir, disons, un esprit défaitiste, etc., pour dire que bon, rien ne marchera. Je crois que ceux qui sont ou ceux qui seront au pouvoir demain, il leur appartient de donner cet impulse ou impulse un peu pour entraîner un peu les autres pour que les choses marchent. On ne peut pas, nous sommes des chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. Alors nous ne pouvons pas nous décourager pour dire que bon, c'est la fin, etc. Je crois qu'il y a lieu, ce pays est riche, pas seulement naturellement, mais aussi humainement. Nous avons des intellectuels partout. Il suffit que l'environnement politique, dans le respect les uns des autres, chacun dans ses fonctions, se concentre pour faire le travail. Je crois qu'il y a moyen de le faire. Et alors, comme on dit partout, hein, c'est bannir l'impunité, les favoritismes, etc. Que les gens soient capables de rendre compte de leur gestion. Que les gens soient capables de rendre compte de leur gestion. Et là, alors, je crois que les choses pourraient avancer. Mais Monseigneur, je glisse quand même un petit mot. Malgré les efforts de la population, très souvent on dit qu'il y a les multinationales qui s'accaparent de richesses du pays, privant la population elle-même de cette capacité de prendre l'initiative et de désigner ses dirigeants. Il y a les pays voisins qui envahissent ou qui agressent. Quel est votre mot par rapport à cela? Parce que c'est ça qui semble être comme le passif d'un effort d'une population qui se débat pour s'en sortir. On ne peut pas toujours accuser les multinationales, mais je crois que c'est une question d'intérêt. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux, ils viennent pour prendre ce qu'ils peuvent prendre. Mais maintenant, c'est à nous, Congolais, nous qui sommes responsables, nous qui sommes à la tête de l'État, nous qui sommes fonctionnaires, nous qui sommes à tel endroit. Qu'est-ce que moi je fais pour le bien de mon pays? La tendance, c'est de voir, on fait des mains irresponsables, puisque j'ai une certaine autorité, tout l'argent, je mets ça dans ma poche. Mais comment pouvez-vous comprendre qu'il y a des millionnaires, des gens qui investissent très peu dans le pays, ils vont investir ailleurs, et dans leur propre pays, ils ne font rien. On vous dit, voilà, on a commencé telle route. Finalement, on ne l'achève pas, très peu de temps après, la route s'abîme, etc. Mais on sait que l'argent a été détourné. Celui qui a fait ça n'est même pas inquiété. L'impunité. L'impunité. Alors, moi, je ne peux pas comprendre qu'on soit riche, millionnaire, et à côté de soi, son peuple, ses frères et sœurs souffrent. On ne peut pas être heureux seul. C'est quand qu'on voit les autres aussi qui jouissent de ces richesses, qui sont heureux, qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école, se faire soigner, voyager, etc. Et là, je dis, on est heureux. Mais je ne peux pas être heureux seul. On me classe parmi les millionnaires, parmi les hommes les plus riches, etc. Et ma population souffre. Je ne peux pas accepter ça. Regardez une ville, je suis né à Kinshasa, je connais Kinshasa,
Mais regardez la ville de Kinshasa. Je ne peux pas me dire, moi je suis gouverneur, je suis bourgmestre de telle ou telle ville ou de telle commune, et on vit dans une insalubrité, je dis, qu'on n'a vu nulle part. Et on est fier de ça. Alors bon, si Kinshasa, la capitale, est dans cet état, alors imaginez l'intérieur. Je dis non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a des lieux où quand vous arrivez, vous avez des larmes aux yeux, on dit, mais ça, comment on peut... Je suis tombé dans un village, je leur pose la question, il n'y a pas de centre de santé. Pour téléphoner, il doit faire 16 km sur une moto. Même pour se faire soigner, ils doivent aller plus loin. Donc, il y a des lieux aujourd'hui, des paroisses où vous avez des prêtres, des religieux, des religieuses, il n'y a pas des réseaux, ils ne savent pas téléphoner. Donc pour téléphoner, il doit faire 60 km sur une moto. Et sur quel sentier? Et c'est donc là où se trouve ce peuple qui souffre, l'Église est là. Mais l'État, absent. Donc c'est pour ça que j'ai dit, voilà, notre responsabilité va jusqu'à ce point-là. Alors j'espère que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui ou demain ne vont pas démissionner, ils vont voir ces réalités. Ils vont voir ces réalités. Il y a des lieux où les gens n'ont même pas d'habits. Des gens, ils manquent de. Je rigole, mais c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Donc, la vie ne s'arrête pas à Kinshasa. La vie ne s'arrête pas à Lubumbashi. Bon, je connais bien Lubumbashi, je connais bien Kisangani. Mais il faut aller plus à l'intérieur pour voir les réalités de notre pays. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, nous voici pratiquement à la fin de notre émission. Rappelons que le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa, ce n'est pas seulement Lubumbashi, Bukavu ou Kisangani. Il y a ce que nous appelons l'intérieur du pays, il y a ce que Monseigneur appelle l'intérieur de l'intérieur. Lorsqu'on parle des Congolais, ce n'est pas seulement la classe politique. Il y a aussi bien dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux, le petit peuple qui attend des uns et des autres la main attendue à secourir. L'avenir du pays entre notre main. Il s'agit de travailler pour le bien du pays. Ne soyons pas défaitistes. Et aux leaders, nous les invitons à prendre en main le destin du pays en entraînant la population vers la voie de la justice, du développement et de l'équité. Le pays est riche, c'est évident, mais il nous faut bannir l'impunité et apprendre à rendre des comptes à la population. Qu'est-ce que nous faisons pour le bien de notre pays? C'est la question que chacun doit se poser. C'est la question que notre pasteur nous pose en ces moments, et spécialement pour nous qui sommes chrétiens, nous à qui le Seigneur a appelé, dans notre vocation de chrétiens, à être des témoins de la lumière au cœur de la société dans notre pays. Monseigneur, nous vous remercions pour votre disponibilité. Je vous remercie et je vous prie de prier pour moi. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Peuple azosenga nini? Unwa kuja kufuata bana batanga kape bazwa kaswe soki babeli. C'était là votre émission Peuple souverain, essentiellement consacrée à la participation citoyenne et à l'émergence d'un nouveau leadership, présenté par le père Emmanuel Bouya, assisté à la technique par l'ingénieur David Mukwela. Yahweh, Yahweh, bénisse à Yahweh, Yahweh, batela mito.